Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, dans notre émission Aïe du Continent, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de La Voix de Djibouti les leaders ou les présidents du parti MRD, Daher Ahmed Farah. Daher Ahmed Farah, soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Merci Mahmoud Jama et La Voix de Djibouti. Merci de me recevoir pour cette interview. Daher, vous revenez de Djibouti. Quelle est la situation à Djibouti ? La situation à Djibouti est catastrophique, c'est le cas de le dire. Elle ne fait qu'empirer à tout point de vue, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue politique. Sous Ismaël Omar, rien ne fonctionne, j'allais dire. Vous le savez, le dernier scandale en date, qui est d'ailleurs le plus grand scandale dans l'histoire de la République de Djibouti, est la dissolution du... Justement, nous avons entendu récemment que le président djiboutien, par décret, avait liquidé les fonds souverains djiboutiens. Tout à fait. Qu'est-ce qui a causé cette décision ? Mais ce décret n'a pas été motivé. Du jour au lendemain, le 27 avril dernier, le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a signé un décret, signé et publié un décret par lequel il dit mettre en liquidation le fonds souverain de Djibouti. Il n'a même pas employé les termes dissolution. Pour qu'il y ait liquidation, il faut qu'il y ait dissolution. On ne peut pas liquider quelque chose qui n'a pas été dissous. Lui a directement parlé de mise en liquidation. C'est dire qu'il était pressé d'en finir avec ces fonds souverains de Djibouti. À votre avis, qu'est-ce qui motive cette décision, vous dites hâtif nous pensons que ces fonds ne contiennent plus rien, que les caisses sont vides, que l'argent public qui a été transféré à ce fonds a disparu. C'est comme cela que nous voyons. Il n'y a pas d'autre raison. Pourquoi sinon avoir dissous ce fonds souverain, ce prétendu fonds souverain qui n'a que 5 ans, qui au moment de la dissolution n'avait que 5 ans d'existence. Rappelons-nous, il a été créé en 2020. À l'époque, nous avons protesté contre sa création car rien n'est justifié, cette création. Ce n'était ni économiquement pertinent, ni légalement fondé. Ce n'était pas pertinent économiquement car il n'y avait pas d'excédent en termes de fonds publics par rapport aux besoins élémentaires de la population djiboutienne. Vous savez qu'il y a une grande pauvreté à Djibouti, que les services de base ne sont pas assurés comme il faut, que la santé est défaillante, que l'éducation nationale est quasiment sinistrée, que nos routes sont en lambeaux, que l'offre d'électricité et d'eau n'est pas suffisante, etc., etc. C'est lorsqu'il y a excédent, que ces besoins sont couverts, que tout va bien par ailleurs, qu'un pays, qu'un État peut songer à mettre en place un fonds souverain pour justement faire fructifier les excédents d'argent public. Ce n'était pas le cas à Djibouti. En fait, et cela se voit aujourd'hui avec cette dissolution brutale. Et le but recherché était de trouver un moyen pour capter en une seule entité des fonds publics. Et les fonds qui étaient particulièrement visés étaient ceux du secteur portuaire, des télécommunications, d'électricité des Djibouti et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je cite le principal secteur. Hein. C'était ça le but, ça se voit aujourd'hui. Comment autrement expliquer cette faillite brutale? Où sont passés ces milliards? Selon les informations que nous recevons, il s'agirait de milliards de dollars. Où est passé cet argent? Nous demandons des comptes à M. Ismaël Omar Guelleh. Nous demandons des comptes. Justement, l'opposition, dont vous faites partie de la coalition PSN, a réagi. Tout à fait. Qu'est-ce que vous demandez? Nous avons réagi, nous sommes dans notre rôle, nous demandons des comptes, nous voulons savoir où est passé cet argent et qui est responsable de sa disparition, et pourquoi, comment,
Nous savons qu'à la tête de ces fonds se sont succédés 3 directeurs. Il y a eu un premier directeur général en la personne d'un monsieur sénégalais, d'un ressortissant sénégalais. Puis il y a eu un intérim assuré par une Djiboutienne et jusqu'à la dissolution. À partir de novembre 2021, si mes souvenirs sont exacts, c'est un ancien ministre tunisien, controversé d'ailleurs, qui a assuré la direction générale du fonds et qui, sous l'autorité et la supervision du chef de l'État, car le fonds était directement rattaché à la présidence de la République. D'ailleurs, le président du conseil d'administration était un conseiller du chef de l'État. Donc, qu'est-ce s'est-il passé? Qu'est-ce s'est-il passé? Où? Quand? Comment? Où est cet argent? Cet argent, c'est l'argent du peuple, c'est l'argent public, c'est l'argent de tous les Djiboutiens. Ce n'est pas un argent qui appartient à M. Ismaïla Omar Guelleh. Nous voulons savoir ce qui a été fait de cet argent. Nous voulons notre argent plus que jamais. Nous le voulons dans les caisses de l'État. Il faut que cet argent revienne. Nous ne lâcherons pas notre argent. Comme nous l'avons dit dans notre déclaration solennelle, nous ne lâcherons rien sur cette affaire, sur ce scandale qui est le plus grave dans l'histoire, le plus grave scandale financier de l'histoire de Djibouti. Nous ne lâcherons rien sur ce scandale, ni sur tous les autres problèmes du pays. Là, vous dites que vous êtes contre la liquidation, mais vous étiez contre aussi la création. Nous sommes contre les détournements. C'est comme il faut appeler les choses par leur nom. Nous sommes contre les détournements des fonds publics. Nous sommes contre la manière dont, d'abord, contre la création, parce que ce n'était pas justifié, je viens de le dire, puis contre la gestion qui a été menée, et dont nous voyons aujourd'hui le résultat. Cette gestion qui a entraîné la dissolution, donc la faillite de ce prétendu fonds souverain de Djibouti. C'est contre ces gâchis, cette gabégie, cette prédation, ce pillage de ressources publiques que nous sommes. Il y a une autre affaire à Djibouti. Il y a l'expulsion de l'ensemble des étrangers irréguliers à Djibouti. Vous avez dénoncé, vous avez interpellé le gouvernement djiboutien sur ces points. Le gouvernement djiboutien a l'air de suivre ce que vous avez demandé, votre demande. Est-ce que vous êtes satisfait? La mesure qui a été annoncée est bonne. Maintenant, il faut l'appliquer, l'exécuter. Annoncer, appeler les étrangers en situation irrégulière à Djibouti, qui sont trop nombreux, ils sont en nombre de 250 000 selon nos informations. Le gouvernement a reconnu quasiment les mêmes chiffres, il a parlé de 240 000 migrants clandestins. C'est beaucoup trop pour une population djiboutienne estimée à autour d'1 million d'habitants. C'est beaucoup trop. Il faut donc que ces gens-là rentrent chez eux, il faut qu'ils soient reconduits de manière humaine, dans le respect de leurs droits, dans le respect du droit international, reconduits à la frontière, remis à leurs autorités. Cela a été annoncé. Les délais qui leur a été fixé a expiré. C'était un délai d'1 mois qui commençait à courir le 3 avril dernier, qui s'est achevé donc le 3 mai dernier. Il semble qu'un certain nombre d'entre eux soient rentrés chez eux, que d'autres suivent. Nous attendons la suite. Nous suivons de très près cette affaire et tenons à ce qui a été annoncé soit conduit, soit mené à son terme. La rue djiboutienne, on entend un certain nombre de personnes disent que c'est un tremblay. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou est-ce que vous croyez que cette fois-ci, le gouvernement a pris les choses du bon bout? Les Djiboutiens ont raison de ne pas faire confiance à ces pouvoirs qui est responsable de la situation que nous venons de décrire, qui est un spécialiste des effets d'annonce, des promesses sans lendemain,
C'est normal. Nous le comprenons. Nous-mêmes sommes sceptiques. C'est pour cela que nous sommes très vigilants, que nous suivons la situation de très près et que nous jugeons aux actes. Nous jugeons aux actes, pas aux paroles. Les paroles, nous savons ce qu'elles valent dans la bouche de ce gouvernement. Lorsqu'on vous écoute dans l'opposition djiboutienne, vous êtes trop critique sur l'action du gouvernement djiboutien. Il y a des élections qui vont arriver en 2026. Qu'est-ce que propose l'opposition? Qu'est-ce que vous voulez pour qu'il y ait un changement à Djibouti? La vocation d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir par les urnes, bien sûr, puisque nous sommes des démocrates. La coalition que nous formons ne déroge pas à la règle. Nous avons une plateforme commune que nous avons publiée, qui est un programme de gouvernement. Et nous aspirons à diriger ces pays. Pour cela, nous exigeons que les élections, qu'elles soient nationales ou locales, soient libres et transparentes. Une élection présidentielle se profile à l'horizon. Nous tenons à ce qu'elle soit libre et transparente. Pour cela, il faut que les conditions soient remplies, les conditions d'une élection libre et transparente. Ces conditions passent par la mise en place de cette fameuse commission électorale nationale indépendante paritaire qui a été promise par les gouvernements, par M. Ismaël Omar Guelleh, qui est à Djibouti à la fois chef du gouvernement et président de la République, dans un accord politique signé avec l'opposition le 26 décembre 2014. La commission figurait parmi les formes démocratiques immédiates. Nous voulons que cette commission soit mise en place pour qu'elle gère la prochaine élection de A à Z, depuis la confection des listes électorales jusqu'à l'annonce de résultats, et qu'ainsi les Djiboutiens choisissent leurs dirigeants. C'est cela que nous voulons. Nous pensons bien que le régime ne l'entend pas de cette oreille. Il appartient aux Djiboutiens et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les Djiboutiens, se fassent respecter. C'est quand même le peuple djiboutien qui est souverain, qui a proclamé l'État de Djibouti le 27 juin 1977. C'est à son nom que M. Ismaël Omar dit gouverner ces pays. Il faut que le peuple soit rétabli dans ses droits et qu'enfin les choses fonctionnent normalement à Djibouti. Nous ne pouvons pas, comme ça, indéfiniment, tolérer une situation où l'État de Djibouti soit détourné, dévoyé au profit d'un individu ou d'un groupe. Il faut que cette situation tout à fait anormale cesse. C'est une situation qui nous mène au désastre que nous décrivons depuis tout à l'heure. Et que répondez-vous lorsque le président Ismaël Omar Guelleh déclare dans le journal Jeune Afrique que aujourd'hui, il est prêt à appliquer cet accord que vous avez parlé tout à l'heure avec l'ISN, mais qu'il n'a pas les partenaires. L'ISN n'existe plus. Monsieur Ismaël Omar nous a habitués à dire n'importe quoi. Vous le savez aussi bien que moi. Ce n'est pas quelqu'un pour qui les mots ont leur vrai sens. Il dit ce qu'il veut. Il prend ses libertés avec la réalité, avec la vérité. Il ne respecte pas sa parole, il ne respecte pas ses engagements. Combien de fois a-t-il annoncé son retrait? Justement, il avait dit récemment qu'il allait se retirer. Est-ce que vous croyez? Mais qu'il en apporte la preuve, qu'il mette en place cette commission électorale nationale indépendante, qu'il entende l'opposition et les appels répétés du peuple djiboutien au changement, et alors il sera cru. Il ne suffit pas de dire, encore faut-il agir, exécuter ce que l'on annonce. D'ailleurs, on arrive presque à la fin de notre émission. Justement, parlons de l'opposition. Deux de vos confrères que vous formez avec eux, cette coalition PSN, ont des problèmes avec leur passeport apparemment. Est-ce que vous avez fait des démarches pour régler cette affaire?
Il est vrai que mes collègues ou camarades, les deux présidents de deux autres partis du BSN, je nomme Adan Mohamed Abdou, président de l'ARD, et Khadr Abdi Ibrahim, président du Modèle, ont vu leurs deux passeports confisqués. Celui de Khadr a été confisqué il y a plusieurs années déjà, et celui de Aden depuis, je pense, 2 ans maintenant. Ce sont là deux confiscations tout à fait illégales, tout à fait contraires à la constitution de notre pays, car la liberté d'aller et de venir est une liberté fondamentale, constitutionnelle. Le passeport est un droit fondamental. Le gouvernement n'a pas le droit de retirer son passeport à quelqu'un. Seule la justice peut s'opposer s'il y a contrôle, si elle décide un contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure, si elle décide que tel ou tel individu, pour les besoins de l'instruction, ne peut pas être retiré. Quels sont les faits? Il n'y a aucune raison pour que ces deux passeports soient retirés. Rien n'est justifié, rien n'est motivé le retrait de ces deux passeports. La police n'avait pas le droit de le retirer, le ministère de l'Intérieur n'avait pas le droit de laisser faire. Aucun organisme d'État n'a le droit de retirer comme cela son passeport à un citoyen. Je viens de le dire, seule la justice peut s'opposer, si elle décide un contrôle judiciaire, à la liberté d'aller et de venir de quelqu'un. Le temps que la vérité se manifeste, le temps que l'instruction se termine et que la personne soit jugée ou relâchée. En dehors de cela, je ne vois pas ce qui autorise un gouvernement. Ce sont des abus de pouvoir. Ce sont des abus de pouvoir. Mes deux camarades ont pris contact, ont pris la tâche du ministère de la Police, du ministère de l'Intérieur. Ils ont saisi la justice, mais rien n'a été fait. Cela montre qu'il n'y a pas d'état de droit dans ce pays, que c'est l'arbitraire qui règne, que nous sommes tous à la merci du bon vouloir, des caprices, de la bonne humeur de monsieur Ismaël Omar, qui détient et exerce le pouvoir exécutif dans ce pays et qui en réalité concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Nous savons très bien qu'il n'y a pas de pouvoir législatif indépendant, réellement indépendant. Les députés sont, voilà, tout à fait, n'exercent pas leurs attributions. La justice n'est pas réellement indépendante. Ça, nous le savons. Autrement, quand la justice est saisie d'une telle affaire, d'un tel abus de pouvoir, elle doit donner suite. Elle doit donner suite. Le dernier point, ces derniers temps, on entend beaucoup de faits divers à Djibouti, beaucoup de gens qui sont morts pour certains, les images circulent sur les réseaux sociaux. Comment vous expliquez que ces faits divers se multiplient ces derniers temps? Il est vrai qu'il y a des morts, une série de morts suspectes comme ça. On nous parle d'officiers qui meurent brutalement, qui s'effondrent. Il y a ce jeune commandant de la garde républicaine, Jamal, qui a été retrouvé sans vie. Il y a un autre commandant de l'armée, celui-là, c'était le commandant second du camp Cheikh Osman, du régiment de blindés, qui s'est effondré, et qui a été admis ensuite à l'hôpital dit soudanais, où il a rendu l'âme, voilà, quelque chose comme 2 semaines après, en tout cas peu après. Il y a aussi un jeune sous-officier du corps des gardes-côtes qui a été retrouvé mort, un peu dans la nature comme ça, non loin de sa caserne. Pourquoi? Comment Est-ce qu'il y a des enquêtes?
À ma connaissance, non. Peut-être qu'il y en a, mais à ma connaissance, en tout cas, rien n'a été porté à la connaissance du public. L'opinion publique ignore tout de ces affaires. Normalement, lorsqu'il y a comme ça des morts brutales, suspectes, il doit y avoir une enquête indépendante. Cela doit se passer dans la transparence. Toute la lumière doit se faire sur ces tragiques événements. Jusqu'ici, rien. C'est le silence. Je sais que l'un des corps est resté longtemps à la morgue de l'hôpital général Pelletier parce que la famille demandait une autopsie et demandait la vérité. Alors, est-ce que la vérité a été dite à la famille? Je ne sais pas. En tout cas, à Djibouti, et pas seulement à Djibouti, les gens se posent des questions. Pourquoi ces morts en Syrie, tous des cadres militaires? Pourquoi maintenant? Ce sont des questions légitimes. Au pouvoir d'apporter les réponses. Il y a de l'autre point, il y a également des arrestations ces derniers temps aussi qui se multiplient, des jeunes activistes, d'autres personnes. Effectivement, il y a aussi eu quelques arrestations ces derniers temps. Nous les avons d'ailleurs dénoncées et nous les dénonçons encore. Il faut que cela cesse, quoi. C'est trop. Il faut que cela cesse. Ce n'est pas en arrêtant tel ou tel, ce n'est pas en faisant telle ou telle bêtise que l'on va arrêter la marche de l'histoire. L'histoire est en marche. Ismaël Omar ne peut pas l'arrêter. C'est ce que fait le régime. Cela relève d'un combat d'arrière-garde. C'est condamné d'avance à l'échec. Alors, encore une fois, j'appelle, si tant est, ces régimes et son chef en particulier entendent encore quelque chose, je les appelle à la raison et à laisser ce peuple et ce pays à prendre son destin à main, leur destin à main. On va terminer sur ce point d'ailleurs, que le pouvoir laisse le peuple prendre son destin en main. Merci encore de venir, de nous rendre visite au studio de La Voix du Djibouti à Paris. Merci. C'est moi qui vous remercie, La Voix du Djibouti. Merci encore et continuez votre travail dont le pays a bien besoin.